Merci. Je prends 5 minutes, j'arrive. Mi, 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 mi. La, 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 la. Comment elle disait déjà, ma prof de théâtre? Ah oui. Petit pot de beurre. Quand des petits pots de beurreras-tu? Je me dépetits pots de beurrerai quand tous les petits pots de beurre se dépetits pots de beurreront. Une bonne inspiration. J'aurais voulu être une artiste pour pouvoir faire mon numéro. J'aurais voulu être une chanteuse pour pouvoir crier qui je suis. J'aurais voulu être une autrice pour pouvoir inventer ma vie. J'aurais voulu être une actrice pour tous les jours changer de peau. Pour faire du lait, pour faire du beau, pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Merci l'Olympia! Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Merci. Merci à vous d'être là. Merci. On me dit dans l'oreillette que je ne suis pas l'Olympia. Bonsoir la maison de Velotte. Merci Coccinelle de m'accueillir. Merci à vous d'être présents ce soir. Alors, vous l'aurez entendu, je ne suis pas chanteuse. Non, je ne suis pas chanteuse. Moi, ma profession, c'est éducatrice de jeunes enfants. Moi, j'adore m'occuper des enfants, en fait. C'est depuis toujours. J'aime les voir s'éveiller, les voir grandir. Et puis, j'aime surtout leur donner les armes pour comprendre ce monde. Parce qu'il est compliqué, notre monde, quand même. Et puis moi, ce que je préférais dans mon métier, c'était de faire des spectacles. J'adorais faire des spectacles de marionnettes. Et puis, j'adorais chanter des chansons, des comptines, j'adorais ça. Ça me faisait vraiment plaisir parce que c'est un moyen de communiquer, la chanson. Et puis, surtout, quand on n'a pas le même langage, avec les bébés, ça passe super bien. Alors moi, j'ai toujours aimé les spectacles. J'étais toujours la première pour aller sur scène, chanter, danser, me mettre en avant sous la lumière des projecteurs. Ça a commencé très petite, déjà à l'école. J'adorais les spectacles de fin d'année. Donc j'ai dansé la lambada, j'ai fait plein de spectacles et j'adorais ça. J'étais la première sur scène, mais j'étais aussi la première de ma classe. Jusqu'en 4e, j'étais la première de ma classe. Et il fallait que je travaille bien à l'école. Parce que je me rappelle d'un jour où je donnais la main à mon papa, je devais avoir 6 ou 7 ans, et on passait devant les forces de l'ordre, les gardiens de la paix, le langage, c'est important. Et il me dit, Aurélie, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas finir comme eux. Et puis là, il me regarde de la tête aux pieds et il me dit, non, toi, avec un peu de chance, tu finiras au Crazy Horse. Alors, bon, on va peut-être reprendre ça pour poser le cadre. Donc moi, je suis une petite fille et on me dit que si je ne travaille pas bien à l'école, je serai soit flic, soit danseuse nue. On ne m'a jamais dit, moi, en tant que petite fille, que je pouvais être bonne à l'école et puis que je pouvais être médecin, avocate, en tout cas faire ce que je voulais. Et puis, c'est un peu sexiste quand même de se dire que sa petite fille, on la voit comme une danseuse du Crazy Horse. Ça pose des questions. C'est un peu ça, le patriarcat, c'est de ne pas laisser le choix aux femmes et de les cantonner à des rôles bien déterminés. Mais par contre, moi, cette histoire de Crazy Horse, ça m'a donné des idées. Oui, moi, j'ai toujours voulu être sur scène, donc je me voyais bien aussi danseuse Crazy Horse, hein, c'est pas mal comme taf. Moi, j'étais trop petite, mais j'ai essayé quand même. Alors moi, maintenant que je suis là sur scène pour vous, je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter
le fabuleux conte de fées de Princesse Béquille. Princesse Béquille, elle a beaucoup de chance dans sa vie. Beaucoup, beaucoup de chance. Elle a été désirée. Princesse Béquille, c'est la première fille depuis 4 générations. J'ai été désirée en tant que fille, pas comme dans la moitié des pays du monde où naître femme induit l'infanticide et le féminicide. Non, moi j'étais vraiment choyée, désirée. J'ai failli mourir à la naissance. Bon, mais j'ai beaucoup de chance, je suis encore là. Donc, je voulais aussi porter le costume de peau d'âne, mais Corinne Massiero l'a déjà utilisé, je n'ai pas pu le prendre, donc du coup, c'est mon costume de Princesse Béquille. Princesse Béquille a tellement de chance de naître dans une famille où elle est désirée, elle est choyée. C'est une petite fille blonde au carré, très très gentille, très intelligente. Il y a une bonne fée qui est venue et qui lui a donné la grâce, l'intelligence, l'humour, tout. Tout, vraiment tout. Bon, j'étais vraiment choyée. On m'offrait plein de cadeaux. Et je me rappelle, je devais avoir 4 ans et à Noël, j'ai eu le droit à un petit fer à repasser, une petite dinette, des petits poupons, des barbiches, plein de jouets genrés, pour bien me faire comprendre à quoi j'étais vouée. Je pouvais être une princesse, hein, mais un jour, il faudrait quand même que je sois une épouse et une mère. C'est vraiment ça, le rôle de la femme. Et c'est ça qu'on me disait dans tous ces petits jouets. Je viens d'une famille ouvrière, populaire. Ma mère, elle voulait être infirmière. Et puis en fait, sa famille n'avait pas du tout d'argent. Donc à 14 ans, elle est partie travailler. Elle a travaillé comme ça des années jusqu'à ce qu'elle se marie, qu'elle ait des enfants, qu'elle s'arrête de travailler pour les enfants. Et puis quand les enfants repartent de la maison, eh ben, elle est retournée travailler à l'usine et en saison. Elle voulait être infirmière, elle voulait aider les gens, mais elle n'a pas pu le faire. Ma famille, c'est une famille typique nucléaire, 2 adultes, 2 enfants. Et aussi nucléaire parce que mon père, il est agent EDF. Voilà. Mon père, il est rentré à EDF grâce à son père et à son grand-père qui étaient tous les 2 agents EDF. Il est rentré à 19 ans et il a nettoyé les toilettes. Et puis, au fur et à mesure, on lui a donné différentes tâches et il a gravi les échelons et puis il a terminé sa carrière avec une maîtrise. Il a même pu passer son bac à 39 ans. Mon père, je ne le voyais pas trop, il rentrait le soir, hein, et la légende raconte qu'il n'a même jamais changé une couche. Mon père, j'ai un grand souvenir avec lui, je devais avoir 6 ans et j'étais sur ses épaules et il m'emmenait en manif. Mon père, il avait une grande écharpe rouge, et puis un béret rouge, et puis un gros badge avec 3 lettres que j'arrivais à lire, même toute petite. CGT. Alors, il m'a très vite expliqué ce que c'était que la solidarité. Il m'a très vite expliqué ce que c'était que le service public. Et moi, en 95, je suis allée manifester contre le plan Fillon, c'était ça, non? En 95. Mais d'ailleurs, est-ce que vous savez ce que c'est que le service public? Eh ben non, hein, aujourd'hui, on ne sait plus trop. Un petit peu. Si vous voulez, je vais vous proposer une petite définition. Je vais parfois m'asseoir là. C'est comme quand on est sur un ring de boxe. On joue, et puis après, on a quand même le droit d'aller dans le coin, boire un petit coup. Tout le monde va bien? Oui? Donc j'en étais à la définition du service public. Les fondements de la notion de service public est que certaines activités sociales, considérées comme essentielles et stratégiques, doivent être gérées selon des critères spécifiques pour permettre un accès à tous et contribuer à la solidarité, à la cohésion sociale, culturelle et économique de la société. Ces activités doivent donc échapper à la logique du marché
et à la recherche du profit. Ça n'existe plus trop, le service public, aujourd'hui. Alors, mon père est agent EDF. EDF, c'était quand même, à l'époque, le plus merveilleux des services publics. J'étais fille d'agent EDF. J'ai eu mon BAFA, qui a été payé par les 1% de la masse salariale. Si ce n'est pas de la solidarité, ça. Et puis, j'allais en colonie de vacances. J'allais dans des fabuleuses colonies de vacances avec des châteaux, des piscines, des forêts, des licornes. C'était tellement génial. J'ai vécu avec d'autres enfants. J'ai compris ce que c'était que le vivre ensemble, l'éducation populaire. Ça m'a vraiment fait grandir et ça m'a fait devenir la personne que je suis aujourd'hui. J'adorais l'écolo et je me disais, c'est chouette parce que peu importe le salaire de son papa ou de sa maman, tous les enfants avaient les mêmes droits. C'est ça la solidarité. Alors, bien sûr, comme à chaque fois en colo, moi, qu'est-ce que je préférais ? Les spectacles. J'étais toujours la première pour venir sur scène et chanter et danser. Et là, je me rappelle, été 91, j'étais Mylène Farmer. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, plonger dans l'air trop lourd du presque rien, à qui tendre la main. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit longue, je n'ai trouvé le repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Mais rien n'a de sens et rien ne va. Vous chantez avec moi ? Tout est chaos. À côté, tous les idéaux, les mots abîmés. Je cherche une âme qui pourra m'aider. Je suis d'une génération désenchantée, désenchantée. Vous pouvez vous applaudir. Bravo. J'avais 11 ans, j'étais sur la scène de Doulevant-le-Château, et cette chanson faisait écho en moi. Les chansons, c'est les paroles pour ceux qui n'en ont pas. Et cette chanson, elle racontait quelque chose que je vivais à l'intérieur de moi, à l'intérieur de chez moi. J'avais 11 ans et... J'avais 11 ans. Et à ce moment-là de la chanson, je me suis dit, mais oui, cette main tendue, cette innocence retrouvée, à quoi ça te fait penser ? Parce que vous savez, même si la princesse, elle a beaucoup de chance, on lui a donné tout à sa naissance, elle a tout pour bien vivre et bien grandir et être une bonne princesse. Mais comme dans tous les contes, il y a une pomme empoisonnée, il y a une quenouille à laquelle on se pique, il y a un loup dans la forêt. Et moi, mon loup, il était dans la bergerie. Mon loup, il avait un nom, un prénom. Michel. Michel, le pédocriminel. Michel, il m'a violée pendant des années, là où j'aurais dû être en sécurité. J'étais une enfant, j'étais chez mes parents et c'était le meilleur ami de mon père. Il était là tous les week-ends, à toutes les vacances, dans toutes les maisons. Il était là partout et j'ai grandi en étant violée par un homme adulte pendant des années. Ça va ? C'est dur, hein ? Oui. Alors, ma conférence gesticulée va parler de pédocriminalité, va parler de justice, va parler d'accès aux soins, va parler de loi, va parler de victimologie, mais elle va surtout vous parler
de résilience, enfin de résistance, et de pourquoi je suis là aujourd'hui, debout, droite dans mes bottes et sans béquille. Alors, moi, j'aime qu'on se mette d'accord sur le vocabulaire. Je pense que ce qu'a dit Aurore, vous l'avez bien entendu, je n'emploie pas le mot pédophile, qui vient du grec pédos philia, qui veut dire l'amour des enfants. On ne parle pas d'amour, hein, on parle de violence. C'est ça le mot. Donc j'emploierai le mot pédocriminel, parce que ce sont des actes de violence qui sont réprimés par la loi. Donc voilà, pédocriminel. Et puis pareil, je voulais faire une petite parenthèse sur la culture du viol et sur le langage. Le langage est tellement important. Quand j'entends des personnes dire « elle s'est faite violer », je ne peux pas, c'est pas possible. En fait, la victime n'a jamais d'action dans la violence. Elle ne s'est pas faite violer, elle a été violée. Et ça, c'est très important parce que quand on change son langage, on change la représentation du monde. Et le langage dans la culture du viol, c'est important. Voilà. Quand on dit crime passionnel, non, féminicide. Voilà, il faut recontextualiser ces mots. Et il y a #NousToutes qui travaille sur la culture du viol et vous pouvez aller voir leur site. Ils reprennent toutes les expressions. Donc moi, c'est important. Pareil, je vais vous parler aussi de loi. Et en fait, l'atteinte aux mineurs, ça existe depuis le Code civil, en fait. Depuis 1810. C'est dans le Code pénal, dans le Code pénal. Et c'est quelque chose qui a toujours été réprimandé. Alors, on ne parle pas de l'Antiquité, on parle du temps contemporain, et c'est réprimandé, ça l'a été, atteinte sexuelle. Il faut savoir aussi que c'est le féminisme qui fait beaucoup pour les victimes de pédocriminels et pour les enfants, en fait, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, un bon père de famille était propriétaire du corps de la femme et des enfants. Le féminisme a fait que la femme a repris possession de son corps, et avec elle, le corps et le droit des enfants. C'est important, ça. C'est important, le féminisme. Et le féminisme, c'est pour tout le monde. Alors moi, je vais beaucoup parler de femmes. Je sais qu'il y a des hommes victimes. Je sais que tous les hommes ne sont pas des agresseurs. Mais 96% des agressions sont commises par des hommes. Il y a une étude de l'INED, Institut national des études démographiques, sur le rapport et genre et violence, qui explique qu'en fait, les hommes sont victimes, c'est 1 homme sur 13, dans leur enfance, dans leur adolescence, et que ça s'arrête à l'âge d'adulte. Et qu'ils sont victimes, ils sont victimes dans leur famille et dans les lieux annexes, loisirs, colo, école. Mais ça s'arrête à l'âge adulte, et ça ne vient pas dans le cercle privé, ça ne vient pas au travail, ça ne vient pas dehors. Alors qu'une femme, une femme, en fait, c'est partout, à tout âge, en tout temps. Voilà. Et si une femme a été victime de violences quand elle était jeune, elle aura beaucoup plus de risques de subir des violences à l'âge adulte. C'est ce que disait Aurore, la vulnérabilité. C'est ça. C'est de la domination et on va atteindre des personnes qui sont vulnérables. On est pas mal, j'avais plein de chiffres, mais moi, c'est comme le Petit Prince, en fait. Vous savez, le Petit Prince, il dit que les chiffres, c'est pour les adultes. Moi, les chiffres, ça ne me dit rien. Mais Aurore vous en a déjà dit beaucoup. Je pourrais vous dire, oui, 3 enfants sur... pardon, excusez-moi. C'est quoi? Une fille sur 4 en Europe. Vas-y. Un garçon sur 13, une femme sur 5, 3 enfants dans une classe. Quand il y a eu le MeToo inceste, c'est 80 000 tweets en 2 jours. Alors, avec MeToo, la parole se libère au cinéma, dans le sport, dans l'église. Mon Dieu, l'église, 330 000 personnes disent avoir été victimes de l'église. Alors moi, je pense qu'on peut multiplier par 2 ou par 3, clairement. Parce que voilà, ces chiffres-là, c'est sur les personnes qui parlent. Mais c'est compliqué de parler quand on est victime. Parce qu'on n'a pas les mots, parce qu'on se sent honteux, parce que la société ne nous écoute pas, parce que personne nous écoute parce qu'on a l'impression qu'on ne va pas nous croire non plus. Donc je pense que ces chiffres-là, on peut les multiplier.
On enlève encore. Merde. 81% des violences sur mineurs se font avant 18 ans, 51% avant 12 ans, 21% avant 6 ans. Ça, c'est des chiffres. Voilà. Je pourrais faire un ratio ici. On est 30, dont moi. Il y a au moins 3 ou 4 personnes qui ont vécu l'inceste ou la pédocriminalité. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. On va vous entendre. On est plein. On est une vraie force. Vous n'êtes pas seul. Alors, moi, ça se passait la nuit. Il venait dans ma chambre, la nuit. À chaque fois qu'il était là, il venait dans ma chambre, la nuit, en pleine nuit. Donc moi, j'ai des gros problèmes d'insomnie. J'ai très peu de souvenirs, en fait. C'est juste des sensations, vraiment. Et ça, c'est des triggers, des déclencheurs. C'est des choses qui peuvent revenir sans que je m'y attende et qui me mettent dans des états pas bien du tout. J'ai un souvenir de pleine journée. J'avais 6 ans, 7 ans, et j'avais troqué ma robe de princesse pour un survêtement de gymnastique. Je faisais de la gymnastique et j'adorais ça. J'adorais faire des roulades, j'adorais faire des équilibres, des roues. Je ne voulais pas enlever mon survêtement, vous savez, j'étais trop contente, trop fière. Et on était en vacances, à Pâques, dans la maison de mes parents, avec plein d'amis, plein d'enfants, et Michel le pédocriminel. Michel, il avait aussi une passion, c'était la gymnastique. Ce jour-là, il me dit « Aurélie, tu aimes ça, faire des équilibres, des sauts ?» Et moi « Oui, j'adore, c'est trop bien, j'adore !» « Super, eh bien viens, je vais t'en faire faire, je suis prof de gym. »« Génial, super !» Et là, il me dit « monte sur la table. » Je me dirige vers la table et là, il me saisit. Il me saisit là où personne ne m'avait jamais saisi, là où je n'avais jamais rien senti, même mon prof de gym ne m'avait pas saisi comme ça. Il m'a saisi et puis il m'a fait monter sur la table en gardant bien sa main entre mes jambes. Il m'a fait faire des saltos comme ça pendant 5-10 minutes. Et moi, je sentais sa main entre mes cuisses. Je me sentais très mal à l'aise. Je savais bien qu'il y avait un truc qui n'était pas normal, mais je ne savais pas quoi. Et pendant que je faisais ces saltos, il y avait les adultes là, et j'étais mon regard vers eux, et je me disais, est-ce que je vais croiser leur regard? Est-ce qu'ils vont voir à quel point je suis mal à l'aise? Je criais à l'intérieur de ma tête. Je criais pour leur dire, aidez-moi. Mais il n'y a rien qui sortait de ma bouche. Rien du tout. Alors, les saltos se sont terminés et il m'a posée. Je suis restée un moment à me dire que je n'avais pas compris ce qui se passait et pourquoi j'avais été mal à l'aise, mais vu que personne n'avait rien dit, personne n'avait rien vu, c'était à la vue de tout le monde, je me suis dit que c'était normal et que c'était peut-être moi, en fait, qui avait ressenti quelque chose que je ne devais pas ressentir. J'ai vraiment mis ça dans ma tête comme c'est normal. Il faut avoir les yeux, vraiment, et puis il faut être à l'écoute, c'est ce que disait Aurore. La confiance, le lien qu'on met avec son enfant, qu'il puisse à tout moment, s'il se sent mal à l'aise ou quoi que ce soit, parler. Ce sentiment d'être mal à l'aise, c'est le premier signalement. C'est vraiment ça. Et si vous, en tant qu'adulte, vous vous sentez mal à l'aise dans une situation, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Moi, c'est comme ça que je résume aujourd'hui les choses. Alors, comme je vous l'ai dit, il était prof de gym aussi. C'était quelqu'un qui était prof de gym dans ses passe-temps. Il y a une enquête de Disclose, un média indépendant qui parle de pédocriminalité dans le sport. Ça aussi, je pourrais vous envoyer un mail avec tous ces liens-là. Et qui explique que la vraie problématique, c'est que les personnes sont volontaires pour venir s'occuper des enfants et donner des cours de gym. C'est du volontariat, du bénévolat. Et du coup, dans ces associations, on ne demande pas de casier judiciaire. Ce n'est pas obligatoire. Et souvent, quand il se passe des problématiques de pédocriminalité, eh bien, on va
on va se mettre des œillères et puis on va dire à la personne de partir. De partir, voilà. Mais ils vont pouvoir faire plusieurs groupes de sport et puis ils vont pouvoir perpétrer leurs crimes tant qu'ils veulent. Donc il y a un vrai problème à ce niveau-là. Après, il faut savoir que Michel, il était aussi agent EDF. Il travaillait dans une autre centrale nucléaire que mon père. Et il a été trouvé dans le lit d'un enfant en colo de ski. Donc ça, c'est véridique. Eh bien, personne n'a porté plainte. Ni les parents, ni EDF. Mais il faut savoir qu'il y a un article du Code pénal, c'est l'article 40, qui oblige les fonctionnaires d'État, les fonctionnaires municipaux, tous les fonctionnaires, à être obligés de parler de ces faits-là et de les monter au procureur. Donc aujourd'hui, en fait, moi j'aurais pu me retourner contre EDF, clairement. Je ne le ferai pas, EDF c'est ma famille. Mais voilà, chacun prend ses responsabilités et là, encore une fois, c'est avéré qu'on l'a retrouvé dans le liste, tout est avéré et personne n'a été en justice. Donc il a pu perpétrer ça plusieurs fois. Tout va bien? Je vais boire un petit coup aussi. Ah bah tiens, c'est le moment de la blague. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez le comble de la fille d'agent EDF? Ceux qui me connaissent bien, ils devraient, mais bon. Non? Eh bien, c'est d'avoir été électrisée chez elle par le fil dénudé du fer à repasser. Pour de vrai. J'ai mis les doigts dans la prise. J'avais 1 an et demi. Ça n'a pas sauté les plombs. Mon père est agent EDF. Bon, je ne suis pas électrocutée, sinon je serais morte. Je suis électrifiée. C'est bien passé. Je ne sais pas quelles sont les séquelles. Je me demande. Mais voilà. Ma mère me raconte que ça a senti, ça a fait comme ça a senti un peu le cochon. Et puis, elle a été débranchée au secteur. Et elle me dit, j'avais 1 an et demi, hein, elle me dit, tu n'as pas crié, tu n'as pas pleuré, tu n'as pas crié. Bah oui, en fait, j'étais saisie par l'électricité. En fait, le viol, c'est un peu comme se prendre un coup de jus. Là, je vais parler de victimologie, en fait. Le viol, c'est quelque chose auquel on n'est pas préparé et quelque chose qui va faire disjoncter notre cerveau. Ça s'appelle la sidération. C'est une manière du cerveau de maintenir l'état général en vie. Parce que quand le cerveau quand vous vivez quelque chose de trop stressant, on libère des hormones, dont le cortisol. Le cortisol, à une trop haute dose, c'est mortel. Donc en fait, à ce moment-là, la sidération va faire que votre cerveau et votre circuit émotionnel vont disjoncter, complètement disjoncter. Ça, c'est vraiment la sidération du viol ou des attentats ou des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et puis, quand ce système-là est disjoncté, il y a un autre processus neurobiologique qui s'appelle la dissociation. Et c'est ce que racontent souvent les victimes en disant « j'étais en dehors de mon corps ». Je nous voyais, je voyais ce qui se passait, je ne ressentais rien, mais je voyais bien et j'étais en dehors de mon corps. Et cette dissociation, c'est ce qui permet en fait à la victime de pouvoir survivre. Mais c'est quelque chose de terriblement néfaste, en fait, de ne plus être accordé à ses émotions. Ça veut dire que tout vous passe dessus, comme ça, et que vous n'avez aucune affectivité, vous n'êtes pas touché. Mais c'est aussi un moyen de se protéger. Et puis, de ce processus-là, Aurore en a parlé tout à l'heure, il y a la mémoire traumatique. Parce que justement, quand tous vos cerveaux sont disjonctés, que toutes les émotions sont disjonctées, eh bien, on ne peut pas ancrer ça dans notre mémoire. Et c'est pour ça que les victimes vont se souvenir des faits 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans après, par des choses qui les déclenchent sans savoir pourquoi et avec ce sentiment d'irréel. Alors moi, je n'ai pas eu de mémoire traumatique parce que ça s'est arrêté, j'avais 16 ans, et je me suis déplacée de mon lit. J'ai juste fait ce geste-là. Et il est parti et il n'est jamais revenu. Je me suis dit plusieurs fois, mais
pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Heureusement, j'ai fait beaucoup de psychothérapie. Et les psychothérapeutes me disaient, mais vous n'en étiez pas capable. Vous étiez une enfant, vous ne compreniez pas, c'était quelqu'un d'adulte, c'était quelqu'un qui avait un ascendant sur vous. Vous ne pouviez pas, vous l'avez fait au moment où vous en étiez capable, où vous étiez assez mature pour comprendre et aussi décider par moi-même. Donc je me suis décalée, il est parti. Mais il était toujours là les week-ends, il était toujours là en vacances. Donc moi, j'ai toujours eu à l'esprit ce qu'il m'avait fait. Mais après, j'ai continué ma vie. Il faut savoir qu'entre 16 et 19 ans, j'ai été violée 3 fois par 3 personnes différentes. Mais ça aussi, je l'ai compris beaucoup plus tard en psychothérapie, parce que pour moi, le viol, c'était l'inconnu dans le parking. C'est vraiment ça. C'est cette histoire-là, cet inconscient collectif de la culture du viol. Mais c'est pas ça, en fait, hein. 94% des agresseurs sont connus de la victime. C'est des personnes de la famille et de leur entourage. Ce n'est pas un inconnu. Heureusement, j'en suis où? Ah oui. Ah voilà. Alors moi j'avais une dissociation particulière et je me rappelle, j'étais toute petite, je me rappelle, j'avais 6-7 ans et en fait, moi, pendant ce temps-là, j'étais bien là, et je me chantais des chansons dans ma tête. J'avais des boucles et des ritournelles. Et la chanson a toujours été un petit doudou pour moi. Me chanter des chansons, ça me rassurait et ça faisait que j'étais pas là. Enfin, j'étais là, mais sans être là. Donc ça, c'est hyper important. Je parlais des triggers. Je parlais de tous ces déclencheurs qui font que des fois, ça me met très mal. Alors moi, ça peut être des pas, ça peut être une odeur, ça peut être des bruits, ça peut être le prénom de mon agresseur, Michel, forcément. Toujours, ça me met un peu mal à l'aise, pas très bien, quoi. Et puis, comme je disais, j'ai des gros problèmes de sommeil. Donc maintenant, j'ai un petit cachet qui me fait dormir. Mais avant, le peu où je dormais, je faisais des cauchemars de persécution, où il y a des drones, l'armée, il y a des méchants, des gendarmes qui me poursuivent. Et à chaque fois, je dois me cacher, mais c'est trop petit, la couverture est trop petite. Donc ça, merci à la médication, je n'étais pas vraiment pour, mais aujourd'hui, je prends ce petit cachet qui me fait dormir 8 heures et qui me fait rêver. Donc c'est absolument génial. Tiens, je vais vous parler, je vais peut-être venir sur ça, tiens. Ça va tout le monde? Oui, on est détendu, on passe un bon moment. Super. Alors, on en est où? Je reprends un peu mes notes, discutez entre vous si vous voulez. On est détendu, on n'est pas au théâtre. Ça va. Alors, on en était à la victimologie. Ah voilà. Moi, je m'appelle Princesse Béquille. C'est le nom que j'ai donné à ma princesse. Cette princesse, elle a toujours existé. Parce que des fois, je peux être Cendrillon en haillon, mais des fois, je suis Cendrillon qui va au bal. Et ça peut un peu changer dans la même journée. Ça s'appelle être borderline, je crois. Voilà, c'est ce que dit ma psy. Bon, alors, je mets la robe de princesse. Princesse Béquille. Ça, c'est mes 2 surnoms dans ma vie. Le premier, c'est Béquille, parce que, attention, moment érotique, parce que de 16 à 19 ans, j'ai eu 3 opérations du genou, merci le volleyball. Et du coup, de 16 à 19 ans, vous savez, c'est le moment où on va en boîte de nuit, en free party. Et moi, j'ai fait tout ça, mais avec des béquilles. Comme ça, hop, vous voyez bien. Et j'allais partout, je sortais, j'ai vécu une adolescence normale, avec des béquilles, donc du coup, on m'a appelée Béquille, C'était simple. Princesse, alors oui, certes, je suis intelligente, belle, j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est pas pour ça. Et là, vous rigolez même pas, quoi. Si, quand même. Princesse, c'est parce que je rencontre un groupe d'amis, on se déguise beaucoup, on fait des films, on a plein de déguisements, j'adore les déguisements depuis toujours, et il y a une très très belle robe de princesse, donc à chaque fois que je me déguise en princesse, j'adore. On fait un jour de l'an, et là, le thème, c'était « Venez sur votre 31 ». Alors moi, qu'est-ce que je fais? Je mets ma robe de princesse, je mets ma tiare, et puis j'arrive,
Au jour de l'an! Ah, ils étaient tous habillés en pingouin, vous savez? Enfin, noir et blanc, genre sur votre 41, quoi. Donc, on était une quarantaine de personnes. On m'a appelée princesse. Et puis aussi parce que j'ai une grosse problématique, c'est que je ne conduis pas. Je pense que ça, c'est une conséquence psychotraumatique. J'ai été violée plusieurs fois dans des voitures et c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise. Donc, vu que je ne conduis pas, j'ai un chauffeur comme une princesse. Voilà. Pourquoi Princesse Becky? Parce que cette personne-là me permet de pouvoir aller au bal. Puis aussi parce que je suis une personne qui a vraiment besoin de béquilles, qui a eu besoin de béquilles physiques, mais qui a toujours eu besoin de petites béquilles pour aller mieux, quoi. La rencontre avec les gens, mais aussi chanter, danser, rire, enfin tout ce qui fait la vie. J'ai rencontré une personne quand j'avais 10 ans, c'était la meilleure amie de ma grand-mère. Elle s'appelait Danielle, elle s'appelle toujours Danielle d'ailleurs, et c'était une très belle femme, 50 ans, avec des chapeaux et des grandes robes un peu princesse. Et Danielle, elle est poétesse. Danielle, elle est arrivée un jour et elle m'a remis dans les mains un de ses recueils de poésie. Et ça m'a émerveillée. J'ai adoré lire cette poésie. Et puis je me suis dit, c'est pas compliqué la poésie, il faut juste que ça rime. Donc à 10 ans, j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et je continue encore aujourd'hui à écrire de la poésie. D'ailleurs, moment mégalo, vu qu'on est sur Princesse Béquille, je vais vous lire un poème que j'ai écrit sur cette petite princesse. Je suis la petite poussette qui égrène ses miettes en tout petit bout. N'importe où, dans ta vie, dans ton lit, sans dessus ni dessous. De ma trichophilie assumée, ton sol de laine sera jonché. Pour éviter le morcellement, je me déploie, boulette malgré moi. Je me répands mutilement à la manière d'un enfant, je sème ce qui n'est pas moi. Effrayée de me paumer, d'être abandonnée, je sème des bouts de mon cœur. Je m'éparpille pour ne pas partir en vrille. Mes doudous de bonheur, de toutes les couleurs, mes mignonnes petites béquilles. Alors, cette histoire de trichophilie, c'est qu'à 40 ans et des paillettes, je suis toujours mon pouce, hein, et puis j'ai des petits doudous. Et ces petits doudous, ça fait un peu comme des paillettes. Voilà, et du coup, vous en retrouvez partout là où je passe, c'est un peu la petite poussette. Merci. Comme dans tout conte de fées, il y a un prince charmant. Mon prince charmant, c'est le Rasta. Je le rencontre, j'ai 19 ans, il a des grandes dreads comme ça, on se rencontre en Ardèche et on tombe très, 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 très amoureux. On vit ensemble. Je venais de trouver un appartement à Lyon, j'étais en art du spectacle. Et puis on vit ensemble et vous savez, quand on est amoureux, on a des relations sexuelles, on fait l'amour quand on est amoureux. Et du coup, je faisais l'amour avec le Rasta, mais il y avait un truc à l'intérieur de moi, là. Il y avait quelque chose qui chauffait, là. J'avais une colère, une telle colère que quand on faisait l'amour, j'avais envie de le frapper. Et un jour, je lui en ai mis une. Je lui en ai mis une et là, il m'a fait « Hey !» C'est le Rasta, hein, tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Aurèle? Pourquoi tant de violence? Et là, je ne sais pas, peut-être parce que j'étais sortie du système agresseur, peut-être parce que j'avais réfléchi à tout ça, mais je l'ai dit. C'est sorti. C'est sorti de ma bouche et je l'ai vu là. Je l'ai vu, je lui ai dit, mais Rasta, c'est peut-être parce que Michel m'a violée pendant des années. Comme ça, là. Et là, le Rasta, il l'a entendu, ça. Il ne l'a pas seulement entendu, il en a parlé à sa famille. Il en a parlé à sa maman. Et sa maman, c'est un peu
une marraine la bonne fée dans le conte de fées. Parce que sa maman, du coup, elle m'a sortie de là, elle m'a sortie du système oppresseur et elle m'a emmenée chez elle. Et puis elle m'a entendue et elle a fait la plus belle chose qu'on puisse faire pour une victime, l'écouter et l'emmener en psychothérapie. Je suis allée voir ma première psychiatre avec la maman du Rasta. Vous savez comment elle s'appelle, la maman du Rasta? On va deviner. Eh ouais, la vie quand même. Hein. Et je dis c'est ma marraine la bonne fée, mais la maman du Rasta, ma fille est née le même jour qu'elle. Si c'est pas un cadeau, ça. Voilà, merci Michel. Alors, je suis où? Ah oui, je suis avec le Rasta, je viens de lui dire. Michel nous emmène chez elle, on prend un appartement dehors, je coupe tout lien avec mes parents, mais on a quand même un peu quelques coups de fil. Et un jour, alors que je suis avec le Rasta, mon père appelle. Je suis contente, je ne l'ai pas souvent. Allô, papa? Ça va? Et là, il me dit oui, Aurélie, devine chez qui on est? Ça, c'est la sidération. Je suis restée comme ça au téléphone, bloquée pendant qu'il parlait. Et le Rasta a pris le téléphone et leur a dit « Non, mais maintenant, ça suffit. Hein. Vous allez venir, on a des choses à vous dire. » Merci au Rasta. Je ne sais pas si j'aurais pu le faire sans lui. Je ne sais pas si j'aurais pu appeler mes parents et leur dire « J'ai quelque chose à vous dire. » Mais il a été une personne qui m'a permis ça et mes parents sont venus. Je leur ai dit. Et mes parents m'ont cru. Alors ça, j'ai beaucoup de chance dans mon histoire. Parce que la plupart du temps, quand les victimes dénoncent des faits, on va retourner les faits contre elles, on va discriminer l'agresseur, on va remettre en question la parole de la victime. Et du coup, moi, j'ai de la chance. Mes parents m'ont cru. Et puis, quelques jours après, mon père m'a emmenée au commissariat. Je tiens la main de mon papa et on va au commissariat porter plainte pour viol. J'arrive au commissariat et je suis un peu intimidée quand même, et mon père est là. Je vais raconter tout ça. Je vais raconter tout. Et là encore, j'ai beaucoup de chance parce qu'on m'a entendue. On a pris ma plainte. Il faut savoir que 75% des plaintes sont classées sans suite et que celles qui restent sont reclassées en agression sexuelle. Il faut savoir qu'un viol, c'est passible de 20 ans de réclusion criminelle, alors qu'une agression sexuelle, c'est 10 ans. C'est aux assises, c'est en correctionnel. Ce n'est pas la même chose. Reclasser les plaintes, en fait, c'est encore de l'impunité pour les agresseurs. Donc, je suis au commissariat et je porte plainte. Et puis, je rentre chez moi et je continue ma vie. À cette époque-là, j'étais aide-éducatrice. Je travaillais dans une école maternelle et primaire, vous savez, les emplois jeunes, merci Jospin. Et j'aimais beaucoup mon travail, encore une fois. Et je le faisais très bien. Bon, après, moi, dans ma vie, c'était un peu compliqué. Parce que, du coup, les week-ends, je prenais beaucoup de drogue. Alors ça, il faut savoir que quand c'est une victime sur deux qui a des addictions, à la drogue, au sexe, au jeu, à l'alcool et au sport, ça peut aussi être une addiction. Mais voilà, tout ce qui est de l'addiction, en fait, c'est quelque chose qui est dans le mécanisme des victimes. Donc moi, je me défonce. C'est vraiment le mot, en fait. Hein. Je me défonce tous les week-ends, je vais en free party, je prends de la MDMA, du LSD, des Taz, et puis je fume beaucoup de joints. Alors ça, c'est depuis que j'ai 15 ans, de toute façon, je fume des joints tous les soirs, c'est un peu ma médication, c'est mal, c'est interdit par la loi. Mais voilà, c'est quelque chose, je suis dans des consommations qui restent contrôlées, mais malgré tout, c'est pas génial, c'est pas génial. Alors je ne consomme pas quand je vais au travail, clairement. Ça, j'ai toujours mis un grand respect là-dessus, c'est important. Avec le Rasta, du coup, on consomme et on fait aussi pousser. On avait une grande véranda, on fait pousser là-dedans quelques pieds. Bon, du coup, on est obligé de surélever la véranda parce que c'était trop grand comme ça, là.
Et un jour, sa maman appelle en disant « Je ne sais pas ce que vous foutez, mais les flics viennent d'appeler, enlevez-moi tout votre bordel. » Donc on va enlever tout le bordel. Les flics ne trouveront rien que quelques feuilles, des banques, des trucs comme ça, mais rien du tout. Ok, bon, très bien. Mon Rasta va 72 heures au commissariat, il revient, pas de problème. 3 mois après, on reçoit une petite lettre du tribunal de grande instance de Dijon. On habitait à Beaune à l'époque. Qui nous dit « Vous avez rendez-vous au TGI pour un rappel à la loi. » Ok. Donc nous voilà dans notre petite Corsa, on monte à Dijon tous les deux, on arrive devant l'adjoint au proc, pim, et puis bah oui, il va nous prendre la loi, et puis il va nous dire c'est interdit, les stupéfiants, c'est pas bien, et on va avoir une amende de 500 francs, parce que c'était en francs à l'époque. Et puis on rentre chez nous, et puis là non, en fait le Rasta il me dit mais Aurèle, on est au tribunal de grande instance. Ouais, il me dit mais t'as porté plainte, ça faisait peut-être 2 ans que j'avais porté plainte. Ah, mais c'est vrai? Bah ouais, tiens, c'est une bonne idée. Il me dit, bah, demande où c'est, quoi. Ah ouais, super. Affaires familiales, non, machin, non plus, hop. Et j'arrive aux affaires pénales. J'ai une nana qui est sur son ordi, comme ça, petite secrétaire. Et j'arrive et je lui dis, bah bonjour, je suis Aurélie Roland, j'ai porté plainte il y a 2 ans, tel commissariat, j'aimerais savoir où en est mon affaire. Vous êtes qui? Bah, Aurélie Roland, vous avez une avocate? Bah non, j'ai pas d'avocat. Elle me dit, je peux pas vous donner ces informations. Mais je dis, attendez, ces informations-là, c'est les miennes, c'est mon histoire, c'est moi qui suis allée porter plainte. Enfin, c'est quoi l'histoire, quoi? Puis elle me dit, non, non, je ne peux pas vous donner ces informations. Ok. Alors, moi, il faut savoir que quand je me sens impuissante, acculée, que quand j'ai pas trop de moyens d'intervention, j'ai des comportements inappropriés. Alors à ce moment-là, quand elle me dit non, je ne vous donnerai pas des nouvelles de votre affaire, je me dirige vers la fenêtre, j'ouvre la fenêtre et je lui dis « Vous voulez pas me le dire ? Eh ben je vais sauter. » Et je commence à escalader la fenêtre. Bon, elle va me dire non, 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 c'est bon, ta. C'est au tribunal de grande instance de Riom. Alors Riom, c'est où? C'est en Auvergne. Mais pourquoi? Ah, mais parce que l'affaire est domiciliée là où habite le mec. Le mec, le mis en cause. Encore un truc de patriarcat, ça. Le mis en cause. Ah d'accord, donc tout est fait en lien avec le mis en cause. Et les victimes? Ah bah non, les victimes, non. C'est secondaire, en fait, les victimes. Ok. Donc moi, je vais faire les allers-retours plusieurs fois à Riom. Ça pose de problème à personne. Bon, ok, d'accord. Donc je reviens de ça. Ah oui, voilà. Donc, en sortant du tribunal, je me dis... alors moi, je fume des joints, j'en fais pousser un petit peu. 3 mois après, je suis au tribunal. J'ai une lettre du proc. Je paye une amende. Puis quand je porte plainte pour viol, mais alors rien du tout de la justice. J'ai passé plusieurs années sans avoir aucune nouvelle. Alors, combien il y a de personnes pour arrêter les dealers et combien il y a de personnes pour arrêter les violeurs? Je sais que ce n'est pas les mêmes choses dans la justice, mais où va l'argent? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les gens qui fument des joints sont plus violents que ceux qui violent. Je ne comprends pas, mais je rentre de ça en me disant, alors là, j'ai envie de chanter une chanson. Normalement, je la fais vénère, mais je vais vous la faire en lyrique. Vous êtes prêts? La justice nique sa mère, le dernier juge que j'ai vu avait plus de vices que le dealer de ma rue. Voilà. Ça me fait du bien, parce que c'est compliqué la justice, je vais vous en parler plus tard, mais c'est vraiment compliqué. Et puis moi, ça me met très très en colère, mais vu que le cortisol, c'est mal, j'ai écrit un texte sur ma colère, et je vais vous la lire. Si j'en suis bien là, oui, j'en suis bien là. J'aime bien enlever des feuilles, parce que ça veut dire, ah, . C'est bon, ça c'est fait. La suite. Alors,
Ça s'appelle « Je suis une cocotte minute ». Je suis une cocotte minute, à l'intérieur un bouillon, de détritus qui rebutent, un marasme d'émotions. Comme le lait sur le feu, l'étincelle sur la paille, j'embrase en mon milieu la lave de mes entrailles. Si l'extérieur me parjure, je rentre en ébullition. Avec la rage, je vous jure, je me vide par explosion. De mon ventre bouillonnant comme le feu sous la glace, sur ma peau jaillissant, l'eczéma de mes angoisses. Je suis une cocotte minute, impuissante face au viol, coursée d'hommes en rut, je traîne mes casseroles. Je continue mon travail d'aide éducatrice. Je continue à me défoncer, je continue ma vie. Mais ça reste là. Il y a toujours quelque chose là. Il y a toujours des grosses angoisses le matin, des grosses angoisses le soir. Il y a beaucoup de fatigue mentale. Il y a tout ce à quoi je pense et auquel je ne pense pas non plus. Enfin, c'est très envahissant en fait, d'avoir été une victime et c'est dur de tenir debout en fait, toute la journée. On est vraiment fatigable, on a du mal à se concentrer. Je continue à travailler, mais je ne vais pas bien, vraiment pas bien, et mon médecin le voit et me met sous un médicament qui s'appelle le Tercian. C'est des neuroleptiques. Donc j'ai mes petites gouttes à prendre tous les jours. Alors moi qui suis habituée aux drogues, je sens bien que le truc, ça me... Mais bon, c'est mon médecin qui a décidé, je prends mes neuroleptiques. Je suis à côté de la plaque, c'est un peu comme de la dissociation, les neuroleptiques, c'est très bizarre. Je prends ça pendant quelques semaines et puis il y a un jour un peu comme un autre, mais pas vraiment. Un jour où, au lieu de prendre 10 gouttes, je vais m'enfiler la bouteille. Je m'enfile la bouteille, je tombe au sol. Et malgré tout, encore une fois, là au sol, je ne sais pas pourquoi, il y a une petite étincelle. Il y a un truc qui me dit « Non, non !» Alors là, j'ouvre la porte et je vais frapper chez ma voisine que je ne connaissais pas. Je venais d'emménager et je frappe. Et elle me racontera plus tard qu'en fait, elle est en 3e année d'infirmière, elle est en train de travailler ses examens, et elle croyait que c'était quelqu'un qui venait pour le thé. Bon. Elle va ouvrir la porte, et puis elle va me trouver au sol, et c'est tant mieux, elle est infirmière, donc elle m'a mis en PLS, elle a appelé le SAMU, elle a fait tout bien comme il faut. Je vais à l'hôpital, je vais y rester une semaine. Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du tout. Mais quand je rentre, je me souviens bien de ma voisine et je vais la voir. On va prendre un apéro les deux et puis je pense que c'est une des premières personnes à qui vraiment extérieure à mes amis à qui je parle. Et je lui raconte pourquoi je ne vais pas bien, pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et je la vois blêmir. Et elle me susurre d'une petite voix tu sais, Aurélie, j'en ai jamais parlé à personne. Mais moi, c'est mon père qui m'a violée pendant des années quand j'étais petite. Ça, c'est Stéphanie. Stéphanie, après, elle va pouvoir en parler. Mais je suis la première personne qui ait accueilli sa parole. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent régulièrement quand je parle de mon histoire. Et moi, je suis là pour entendre cette parole. Et si je dois être la première personne à qui vous le dites, tant mieux. Mais il faut le dire, il ne faut pas le garder pour soi et il faut trouver quelqu'un de confiance vraiment pour parler. Donc ça, c'était Stéphanie. Je vais pas bien, Je vais vraiment pas bien. Pas de nouvelles de la justice. Je continue de travailler. Ça va pas. Ça va tellement pas que je vais arriver à 43 kilos. Alors moi, je fais 1m72. Voilà. Mon médecin va me dire « Ah, dis donc, ça va pas bien, ça ressemble à de l'anorexie. » J'arrivais plus à manger, en fait, j'arrivais plus à avaler, j'arrivais plus à mâcher, j'avais plus aucun goût
pour la vie. Vraiment, manger, c'est ça, c'est le goût de la vie, quoi. Et ça ne va pas, et du coup, mon médecin va me dire, ben là, on va voir pour une hospite. Ok. Elle m'envoie à Saint-Hilaire-du-Touvet, qui est dans le massif de la Chartreuse. C'est magnifique. C'est un ancien sanatorium sublime. Je me retrouve dans un service pour les TCC, dans les TAC, les troubles alimentaires compulsifs, hein, les comportements alimentaires, TCA. Je me retrouve donc là, dans une chambre avec 2 personnes. À ma droite, il y a une nana qui fait 35 kilos, qui passe sa journée à fumer des clopes, à boire du jus de citron et à faire des kilomètres dans la piscine. Mais vraiment des kilomètres, elle fait ça toute la journée. La nuit, elle est nourrie par sonde et du coup, ça l'étouffe. Donc, elle se réveille et moi, je me réveille la nuit. Voilà. À côté de moi, il y a une personne qui doit faire 150 kilos, qui, au bout d'1 heure, me soulève son t-shirt et me montre une grosse cicatrice et me raconte sa descente d'organes. Alors moi, je peux vous dire qu'au bout de 24 heures, j'étais en boule dans mon lit, ça allait pas bien, quoi. C'était pas aidant. C'était pas aidant. Non pas que je sois... c'est pas condescendant, mais je veux dire, je me retrouvais pas dans ces personnes-là. Je me retrouvais pas dans ces personnes-là. J'en parle à la psychiatre, et la psychiatre me dit, OK, l'important pour vous, c'est de retrouver le goût à la vie. Là, je vois bien que ça vous aide pas. Si vous voulez, à côté, en fait, on a un autre service. Un service qui accueille des personnes en fauteuil roulant, en fait. Des personnes qui sont paraplégiques, tétraplégiques après des accidents de moto, de parapente, parce que Saint-Hilaire est connu pour le parapente. Enfin voilà, et c'est des jeunes gens, des personnes qui viennent pour passer leur bac en 1, 2, 3 ans, leur BTS, qui font en fait des études adaptées. Donc je me retrouve avec des personnes à peu près de mon âge, tous en fauteuil. Et puis, du coup, je vais faire du badminton en fauteuil, je vais faire du ski en fauteuil, je vais faire du basket en fauteuil. Je vais apprendre, en fait, ce que c'est que la vie d'un handicapé moteur. Et j'aime beaucoup, hein, parce que je suis bien avec eux, parce qu'on se marre bien, on fait l'apéro, enfin, sympa comme tout. Puis du coup, je vais aussi comprendre ce que c'est que d'adapter. En fait, tous les meubles sont adaptés. Tout est adapté, en fait, on adapte la vie à la mobilité. Et je me rappelle même de cette personne qui est tétraplégique et qui, en fait, peut juste bouger son poignet. Et il a un gros fauteuil, très, très électrifié, et il fait tout avec ça. Et ce monsieur, alors que moi, je ne conduis pas, il conduisait un van comme l'agence touriste. Vous voyez ? Il avait un van d'agence touriste, il était comme ça, et il conduisait ce camion. Donc moi, j'étais hyper admirative. Et vraiment, le handicap physique, moteur, m'a posé plein de questions. Et pendant je suis restée 3 mois dans cette clinique. Je me suis dit, mais attends, moi, je suis pas non plus... Pourtant, je suis bien une handicapée de la vie, moi. Hein. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être une handicapée de la vie, d'être à côté de mes pompes la plupart du temps, de ne pas comprendre, de faire beaucoup de mimétisme, hein, parce que je ne comprends pas tout ce qui se passe dans les relations déjà, et je me dis, mince alors. Imaginons, c'est ce que j'appelle l'allégorie du bus. Imaginons quelqu'un qui a un accident et qui se prend un bus. S'il n'est pas mort, il va être dans le fossé, il va être démembré, il va y avoir beaucoup de sang, mais on va appeler, on va faire venir le SAMU, on va l'emmener à l'hôpital. On sait qu'un os, ça se ressout dans 2 mois. On sait que si après l'hôpital, il y a encore des séquelles, qu'il a besoin, il y a de la rééducation. Et puis si après tout ça, il a encore des séquelles, il va avoir une carte avec d'adultes handicapés, en fait. On va adapter son temps de travail, son lieu de travail, on va adapter sa maison, on va adapter plein de choses à son handicap. Vous êtes d'accord ? En fait, moi, j'ai pris un bus. J'ai vraiment pris un bus. J'ai pris un bus psychique. Et puis moi, mon bus, il est passé. Puis il est repassé. Puis il est repassé. Puis il est repassé. Pendant 10 ans. Moi, je suis là, en fait. Vous ne me voyez pas, hein ? Non, vous ne me voyez pas. Mais moi, je suis là, je suis dans le fossé. Je suis complètement démembrée. En fait, je suis explosée. Je suis morcelée. Tout mon psychisme a explosé pendant ces années et je n'ai pas pu me construire normalement.
ça n'existe pas, la normalité. Mais voilà, personne vient me chercher. Alors, bien sûr, il faut que je parle, il faut le temps de parler, il faut aussi le temps de faire des soins. La psychothérapie, c'est important, mais en fait, c'est un peu bizarre quand même d'être victime et d'être obligé d'aller se soigner et de payer ses soins alors qu'on n'a rien demandé. Donc, moi, je n'ai pas ma carte d'adulte handicapé, hein, et j'y réfléchis à faire un dossier MDPH parce que j'ai des conséquences psychotraumatiques, j'ai des addictions, j'ai des insomnies, j'ai des problématiques affectives, sexuelles, enfin, je veux dire, tout ça, ça existe vraiment. Mais comment on prend en compte les victimes? Donc voilà, à quand ma carte d'handicapé? C'est un peu dur, ça. Hein. Je vais me poser 5 minutes. Ouais, le bus psychique, quand même, voilà. Mais je prends le bus quand même, hein, parce que vu que je ne conduis pas, de toute façon... Alors, où on en est? Ah ben on en est... On arrive à la partie justice. Parce que vu que j'ai porté plainte, ben, à un moment, faut bien aller au tribunal. Je rencontre une avocate qui va devenir une marraine de la bonne fée, qui va prendre en charge mon affaire et puis me tenir au courant. Ça va mettre 8 ans. 8 ans d'instruction. Entre le moment où je porte plainte et le premier procès, il y a 8 ans d'instruction. Mon avocate reçoit une lettre du juge d'instruction, justement. Alors, ça doit faire 5 ans que j'ai porté plainte. Et elle ne peut pas m'accompagner parce qu'elle a une audience ce jour-là. Donc, je pars à Riom avec mon nouveau compagnon, qui va devenir le père de ma fille, mon deuxième prince charmant des Antilles. Et du coup, on part à Riom et j'arrive chez le juge d'instruction. C'est une salle très, très sommaire. On a une table et puis une grande armoire, très grande armoire. Je m'installe, je suis un peu... je ne suis pas très à l'aise et j'ai un petit monsieur chauve un peu engoncé dans sa veste, là, qui n'est pas très, très accueillant. Enfin, ce n'est pas l'accueil qui... Voilà. Donc, j'ose lui dire, excusez-moi, mais pourquoi ça met autant de temps avant que je me retrouve face à vous, monsieur? Je ne comprends pas, en fait, pourquoi ça dure autant de temps. Et là, ce petit bonhomme, il va repousser le bureau, il va se lever, pas content, mais alors vraiment pas content. Et il va se diriger vers cette grande armoire. Il va l'ouvrir, comme ça, et il va me dire, mais vous n'êtes pas toute seule, Madame Roland. Vous n'êtes pas toute seule. Regardez tout le travail que j'ai. Stop. Donc, moi, je suis un dossier, là. Non, moi, je ne suis pas un dossier. Moi, je suis une histoire. Dans cette armoire, il y avait peut-être 200 dossiers, peut-être 300. Alors, c'est 300 personnes qui sont en attente, comme moi, des histoires, qui sont là dans ce dossier. Il y a 300 dossiers et il y a un juge d'instruction. J'apprendrai que, en fait, le poste a été vacant pendant 2 ans. Voilà les lenteurs de la justice. Pourquoi, à un moment, on met un seul juge d'instruction? Pourquoi on ne va pas plus vite avec ces dossiers? Pourquoi on ne met pas plus d'argent, en fait? Et puis là, qu'est-ce qu'il faisait, lui, en me disant « mais vous n'êtes pas toute seule » Il était en train de me culpabiliser, en fait. Il était en train de me dire que je lui donnais du travail. Non, mais c'est encore ça, la culture du viol, en fait. Hein. C'est encore la victime qui va tout prendre en charge et on va dire « hey, tu me donnes trop de boulot, là !» Ah, mais moi, j'aurais préféré planter des fleurs, hein, que de porter plainte, franchement. Mais voilà, donc ça reste un moment très, très important pour moi de me dire qu'il y a une personne pour 300 dossiers, pour 300 histoires comme la mienne. Je pourrais rechanter la justice, machin, je ne vais pas le faire. Je rentre de ça, toujours en me questionnant, en me disant « mais moi je fume des joints, c'est en 3 mois, et puis là l'instruction, pourquoi ça prend autant de temps une instruction ?» Alors le juge m'explique que en fait je ne suis pas la seule victime, et que du coup ils doivent remonter dans tous les lieux où il a été et toutes les victimes, donc c'est ça qui prend du temps. Oui, ça va prendre 8 ans entre le moment où je porte plainte et celui où je reçois ce papier qui m'invite à aller aux assises de Riom. Le tribunal de grande instance de Riom. J'y vais avec toute ma famille. Hein.
Alors, je voulais vous faire un truc du type, alors comment ça se passe, les assises? C'est comme une pièce de théâtre, vraiment, chacun à sa place, chacun parle dans l'ordre, et on parle toujours de l'agresseur en premier et les victimes en dernier. C'est comme ça que ça se passe. Heureusement que j'avais mon avocate, parce que c'est quand même quelque chose de très dur, je ne l'avais pas revu depuis des années, quoi, donc c'est un moment dur. Et il faut savoir aussi que tous les témoins sont dans une autre salle. Donc vous, quand vous arrivez aux assises, vous êtes tout seul. Voilà, vous êtes tout seul et après les gens vont rentrer les uns après les autres. Mais moi, je portais plainte pour plus qu'il y ait de victimes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une vingtaine de personnes qui viennent à la barre et qui témoignent d'agressions sexuelles et de viols qui sont toutes prescrites. Toutes. Des personnes plus âgées que moi qui ont vécu la même chose que moi. Enfin voilà, dans le milieu de la gymnastique ou dans le milieu privé. Et toutes ces personnes sont sous le joug de la prescription. Donc ils sont tous venus me voir en me disant merci, ils ont pu parler, mais ils n'ont pas pu se faire reconnaître comme partie civile, eux. Voilà, c'est ça en fait la prescription. La prescription, c'est ce qui permet l'impunité des agresseurs. Alors, quand vous avez subi un viol quand vous étiez mineur, il faut savoir qu'à partir de 18 ans, aujourd'hui, vous avez 30 ans pour porter plainte. Ça mène jusqu'à nos 48 ans. Il faut savoir que des fois, la mémoire traumatique, ça peut mettre plus de 30 ans. Hein. Donc c'est aussi ça. Après, j'entends ce que dit la justice. À un moment, on n'a plus les faits, on n'a plus les éléments. Mais là, dans le cas, je veux dire, moi, il a été condamné et ces personnes-là, elles auraient aussi pu avoir gain de cause. Voilà. Ça, c'est le premier procès. Il va prendre 12 ans de réclusion criminelle. Donc je sors de là, je ne sais pas si je suis contente ou pas en fait, je ne comprends pas. Mais la seule chose dont je me souviens, c'était vraiment quand le procureur général avait dit « Vous êtes reconnu victime devant l'État français ». Bah ça, je peux vous dire que ça a son poids. Ça a vraiment son poids. Je rentre chez moi et puis mon avocate m'appelle une semaine après. Et elle me dit qu'il a fait appel de la décision. Donc, on ne peut pas faire appel de la culpabilité, il sera toujours coupable, mais on peut faire appel de la réclusion. Un an après, vraiment un an après, rebelote, exactement la même. Les mêmes personnages, le même récit, tout pareil. Et là, il va prendre 10 ans. Je ne sais pas où ils sont passés ces 2 ans, je ne comprends pas pourquoi on a ôté... Je ne comprends pas pourquoi en fait. Et ça, personne ne le sait, mais voilà, il a pris 10 ans. Il faut savoir qu'ils ne font pas les 10 ans, parce que ce sont des criminels qui se tiennent très bien en prison, et ils ont souvent des... comment on appelle ça là? Des remises de cause, voilà, des remises de peine. Et du coup, ils font généralement entre 6 et 7 ans. Voilà. Ça, c'est la justice française. Ça fait partie d'un système qui s'appelle le patriarcat, tout ça. Je rentre chez moi, donc il a pris 10 ans, donc c'est la fin. Enfin, je veux dire, la justice, pour moi, c'est une fin de quelque chose. Je suis très heureuse à ce moment-là pour le deuxième procès parce que je viens d'avoir un bébé. Je viens d'avoir une petite fille merveilleuse. Et c'est vrai que autant le premier procès, ça a été très dur, autant le deuxième, ça a été, j'allaitais ma fille en pleine audience et j'étais là. Voilà. C'était... heureusement qu'elle était là, heureusement que j'étais forte, parce qu'on ne va pas en justice comme on va à une balade de santé, quoi. Si vous allez porter plainte, faites-vous aider par des associations. N'y allez pas seul. Déjà, pour la justice, comment vous êtes reçu au commissariat, sur les durées, les longueurs de la justice, faites-vous accompagner. Et c'est quand même... C'est pas pire que ce que j'ai vécu, c'est une autre violence que j'ai subie pendant des années avec la justice, mais qui m'a quand même rendue... voilà. Je suis rentrée chez moi avec un... Enfin, je l'ai eu 4 mois après, j'ai eu un chèque avec 5 chiffres. Ce chèque, je l'ai mis sur mon frigo. Et pendant 8 mois, il est resté sur mon frigo. Je le voyais, j'ouvrais la porte de mon frigo tous les jours, je voyais ce chiffre et je me disais, mais c'est quoi? C'est quoi ça? Est-ce que c'est la valeur de ma souffrance? À quoi ça sert? On m'a donné chèque, on ne m'a jamais dit que ça servirait à payer mes psychothérapies, mes hospitalisations, mes médicaments.
J'allais dire ma drogue, mais non. Enfin, je veux dire, voilà, les victimes ne sont pas accompagnées avec ça. Hein. Donc j'ai ce chèque et, bon, à cette époque-là, je suis étudiante, le père de ma fille est musicien, on ne roule pas sur l'or, et un jour, il me dit, tu l'encaisses, quoi. Ça dure 1 an, un chèque, en fait, à un moment, tu l'encaisses. Donc je l'ai encaissé, et je me suis toujours dit que cet argent, ce serait du bonus. Donc c'est l'argent qui m'a permis de combler mes fins de mois, de payer des voyages, de l'électroménager, enfin des trucs en plus. Et aujourd'hui, il m'en reste plus beaucoup. Voilà, c'est de l'argent. On nous explique pas quoi. On devrait nous dire bah tiens, une psychothérapie, ça va te coûter tant pendant 10 ans, parce que ça coûte cher d'aller voir des psychologues. Alors moi aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus payer. Donc je vais en victimologie au CHU. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et il faut savoir que la victimologie, c'est quand même les personnes les plus à même d'écouter les victimes. Donc je vous conseille d'aller en victimologie. Ah bah tiens, je vous parlais de mon bébé. J'ai écrit un texte. C'est le moment émotion. Je vais boire un petit coup aussi. Tout le monde va bien ? Ouais, vous êtes bien, pas trop fatigué, bien installé. Cadre de bienveillance, tout va bien. Alors, je vous en parlerai plus tard, mais je suis allée dans une clinique psychiatrique, et là-bas, je faisais des ateliers d'écriture, j'adore ça, donc voilà. Là, le jeu, c'était, on avait un petit bout de papier où on écrivait une question qu'on mettait dans un chapeau, et puis on touillait et on prenait une question qui n'était pas la nôtre. Alors moi, je vais tirer « Pourquoi continuer à vivre ?» Alors, il faut savoir, en clinique psychiatrique, c'est trop l'ambiance, quoi. On s'éclate, on s'amuse, on fait des jeux. Je me retrouve avec ça. Pourquoi continuer à vivre ? Parce que chaque jour est un cadeau. Et le plus beau d'entre eux, me lever et la voir se réveiller. Son visage si doux, ses grands yeux vert bleu, son sourire timide, c'est elle ma raison de vivre. La voir tous les matins, encore embuée de sommeil, embrumée de soleil. Même lorsqu'elle râle, qu'elle ne veut pas y aller, qu'elle me demande pourquoi il faut se lever. Elle, mon cadeau journalier, ce don du ciel, ce présent de beauté. La raison pour laquelle je me dois de survivre, je me dois de réapprendre à vivre. 1000 fois, la fenêtre, la corde, les rails m'ont appelée. 1000 fois, c'est son visage de merveilleuse qui s'est imposé. Ma raison, mon devoir, ma vie, c'est elle. Et si elle n'existait pas, je ne serais plus là. Ma plus belle victoire, ma plus grande réussite, ma fierté jamais égalée, mon plus beau rêve d'amour comblé. Continuer à vivre pour elle, pour ne pas l'abandonner. Merci, ma merveilleuse, ma vie, celle que toujours j'appellerai mon bébé. C'est compliqué d'être en relation avec moi. Du coup, on se sépare avec le père de ma fille. C'est difficile, en fait, quand on n'a pas eu des bonnes bases relationnelles, affectives et sexuelles pour après être en relation avec un homme. Déjà, vous savez, quand on se fait mordre par un chien, on a peur des chiens. Voilà. Moi, c'est un peu ça, il faut montrer patte blanche avant. Et puis c'est dur aussi quand on a vécu la sidération et la dissociation, en fait. C'est des moments qui peuvent... La dissociation, c'est des choses qui peuvent intervenir tout au long de la vie et qui peuvent durer plusieurs jours et qui font que on est à côté de la plaque et qu'on ne ressent pas les choses. Je vais vous lire... Tiens, c'est ça que je voulais vous lire. Je voulais la prendre, mais voilà. Et je vais vous parler, en fait, des séquelles de la dissociation. Ce mécanisme de survie a un coût très important pour la victime. En la privant de réactions émotionnelles et de ressentis, il va altérer gravement les capacités affectives et relationnelles de la personne traumatisée. L'expression de cette personnalité et ses possibilités à réagir face à des dangers, de se défendre, s'opposer et se révolter, l'exposant à un risque majeur de subir des violences, de nouvelles violences, d'être mise sous emprise
et de vivre des situations de marginalisation et de grande précarité. La dissociation est également corporelle et elle entraîne des difficultés pour la victime à percevoir les signes d'alerte et de souffrance, à prendre soin d'elle, à avoir un seuil trop élevé de tolérance émotionnelle à la douleur et au stress. La dissociation traumatique a un impact très délétère sur la santé psychique et physique des victimes. Elle altère également la mémoire et peut être à l'origine d'amnésie traumatique. Elle est source de beaucoup de souffrance et de sentiments d'étrangeté, de perte de repères, de sentiments de dépersonnalisation, d'être différent des autres, d'isolement, d'absence d'estime de soi. C'est pas gay, hein. C'est pas gay. Et bien c'est ça en fait, la dissociation, ça fait qu'on est à côté de la plaque et qu'on ne vit pas pleinement sa vie et qu'on n'est pas pleinement dans les relations. Mais heureusement, ah non, c'est pas ça. J'ai oublié un truc. Donc moi, on se sépare avec le père de ma fille, et là, je me retrouve une semaine sur deux mère célibataire. J'ai la trentaine, je fais un truc je m'inscris sur Adopte un mec. Alors, vous voyez l'Alcadie ? Ouais, j'ai consommé, parce que c'est quand même ça, hein. J'ai consommé, j'avais une vraie addiction au sexe et j'ai consommé de la relation. J'ai consommé de la relation sexuelle aussi, et ça a duré des années, ça a duré 2-3 ans, où je consommais, c'était facile, je suis une bonne femme, ça marchait très bien, je sais bien écrire, et vraiment, je ne peux pas donner de chiffres, mais j'ai vraiment consommé. Et en fait, tout ça, c'est des comportements à risque. C'est quelque chose qui me faisait revivre en fait ce que j'avais vécu, qui me mettait en position vulnérable en fait. Heureusement, un jour, alors que je buvais l'apéro dans une terrasse, dans un bar, et là, je vois une petite nana blonde qui arrive et qui s'installe à côté de moi, on discute, et là, elle me dit qu'elle est sexologue. Sexologue, je ne connaissais pas. On commence à discuter, et puis elle me dit, viens. Eh je vais faire 3 ans de thérapie en sexologie avec elle. Et je la remercie parce que c'est un peu ma marraine de la bonne fée, elle aussi. Elle a réussi à me remettre d'aplomb, en fait, dans des choses simples, du respect de moi-même, du respect de mon corps, de ce que c'est que le désir, ce que c'est que la sexualité, en fait, ce que c'est que la relation, et d'arrêter de mettre ça toujours en avant, en fait, parce que c'est quelque chose où je suis plutôt à l'aise. Et beaucoup moins dans la relation. Donc grâce à la sexologie, je suis une femme un peu plus ancrée et je consomme pas pareil, on va dire. Alors je vous ai parlé de deux princes charmants, il y a le troisième qui arrive. Alors au début on pense que c'est un prince charmant, vraiment, il a tout du prince charmant, on adore. On s'installe très vite ensemble, et puis en fait, non, je vais me rendre compte, enfin, je ne vais pas me rendre compte toute seule, mais il avait des petites phrases du genre « tu n'y connais rien, tu ne sais pas faire, tu es trop nul ». Mais ça, un petit peu dilué tous les jours, et au bout d'1 an, vous pensez vraiment que vous êtes une grosse merde. Et vu que moi, j'ai aussi ça, je vous dis, je suis un peu Cendrillon en haillon, moi, quand même, du coup, ça ne m'a pas aidée. Je vais lire un texte que j'ai écrit après cette histoire-là, et que je dédicace à toutes les femmes qui ont subi des violences. Tu me fais des bleus, je suis trop fragile, tu me serres trop fort, c'est trop facile. Tu me fais des bleus, est-ce fait exprès? Regarde un peu le mal que tu me fais. Tu me fais des bleus, ma peau couverte, c'est pas ce que je veux, j'en vois des vertes, et des pas mûres. Tu me fais des bleus, des petits points bleus, des petites blessures. Tu me fais des bleus, tu m'en fais voir, paillettes aux yeux, ça vire au noir. Tu me fais des bleus et tu m'abîmes, tu plantes des pieux dans mes abîmes. Tu me fais des bleus, c'est pas normal, que la vie à deux, ça me fasse mal. Fini les bleus, les contusions, je te dis adieu, à condition. T'arrêtes les bleus, les échymoses. Moi, tout ce que je veux, c'est la vie en rose. Je me retrouve à rester 3 semaines dans ma chambre.
3 semaines sans sortir, juste pour aller faire mes besoins en fait. Je mange plus, je bois plus, je dors plus, le temps n'existe plus. Je ne peux plus sortir de ma chambre, je ne peux plus répondre au téléphone, je ne peux plus m'habiller, il y a quelque chose qui va vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Et là, ce faux prince me dit « Mais Aurèle, t'es complètement folle, tu es peut-être bipolaire. » Ah mais ouais, peut-être que je suis complètement folle en fait. C'est vrai que c'est pas normal de rester 3 semaines dans sa chambre sans sortir. Donc je me prends un rendez-vous chez une psychiatre, je vais voir la psychiatre, je lui raconte et là elle me dit « Ah non, vous n'êtes pas folle, par contre vous vivez dans une relation qui est très très toxique pour vous madame et du coup on va peut-être faire en sorte de vous éloigner de cette personne. » Et là elle me parle d'hospitalisation. Bon, je connais l'hospitalisation, elle me dit « Ok ». Donc je regarde et dans la même journée on me parle d'une clinique psychiatrique à côté de Lyon, une clinique qui s'appelle Lumière. C'est à mes yeux. Je vais contracter 3 mutuelles différentes que je vais payer pendant 2 ans, plus de 200 € par mois. Je arrive dans cette clinique, donc c'est une clinique privée. Hein. Et là, j'ai une chambre de princesse. Et il y a un parc de princesses où même poussent des orchidées sauvages. Il y a des écureuils. Je me sens très bien dans cette clinique. Je suis loin de l'homme qui me faisait du mal. Et puis ça faisait presque 10 ans aussi que le procès était terminé. Et c'est aussi un moment où mes traumas étaient complètement ouverts, en fait. Et je suis arrivée là-bas pour travailler tout ça. Là-bas, on travaille avec des techniques comportementales et cognitives. Rien à voir avec la psychiatrie où on donne des traitements. Là, je vais avoir des cours. Je vais avoir des cours sur les molécules, sur les traitements. Je vais avoir des cours sur qu'est-ce que la dépression, l'anxiété. Je vais avoir des cours de psychologie positive. Tous les jours, j'ai des cours pour comprendre ce que c'est qu'en fait les maladies mentales, quoi. Je me retrouve dans cette clinique avec des toqués. Je ne connaissais pas les tocs. C'est des gens qui paraissent très bien. Dehors, on ne voit pas. Mais on ne sait pas ce qui se passe chez eux. En fait, il y avait un mec qui devait mettre 17 fois son pantalon, sinon sa mère allait mourir. Il y en avait un qui n'arrivait pas à refermer parce que sinon le monde allait exploser. Il y avait celui qui faisait tout par 4. Il marchait par 4, il mangeait par 4, il faisait tout par 4, tout par 4. Et en fait, c'est comment le mental, le psychique construit des choses pour nous rassurer. Après, du coup, quand ça devient trop envahissant, je crois que c'est plus de 3 heures par jour, tout mis d'aplomb, enfin tout ensemble, c'est là où ça devient envahissant. Il y avait une nana qui se lavait 6 heures par jour les mains, elle avait plus de mains, elle avait c'était des crevasses et elle ne pouvait pas s'en empêcher. Donc je découvre ce que c'est que la maladie mentale, en fait, ce genre-là. Je vois des grands dépressifs qui sont soignés avec des électrochocs, vraiment, et qui pendant 2 jours ne savent même plus comment ils s'appellent, mais après ça va mieux. Voilà, je vois tout. Je vois un bout d'humanité à ce moment-là quand même, et puis c'est des gens du coup qui peuvent se payer une clinique privée. Moi, je faisais des chèques de 2 500 € tous les 15 jours. Voilà combien ça coûte une... Après, c'était remboursé par mes mutuelles, hein. Mais quand même, ça coûte très cher. Donc, c'était des gens qui avaient qui étaient d'une certaine classe sociale, et même dans ces classes sociales, ça va pas très bien, quoi. Je vais aussi faire plein de trucs en thérapie. De la danse-thérapie, de la musique-thérapie, du sport-thérapie, zoothérapie, art-thérapie. En fait, tout devient thérapeutique quand on y met un peu de conscience, en fait. Hein. Mais je vais m'éclater avec l'art-thérapie. Et mon art-thérapeute va me faire découvrir le collage. Vous pouvez aller sur mon Instagram, Princesse Béquille. Je fais ma pub. Et du coup, c'est vachement bien de prendre un ciseau. Et vous savez, au lieu de... en fait, de découper, c'est vachement bien. Ça me faisait beaucoup de bien. Et puis, j'ai commencé à créer et à raconter mon histoire. Une image, c'est 125 000 mots. Donc, on peut s'en raconter des histoires avec des images. Ça me fait énormément de bien de rester là-bas. Je vais y rester 3 mois. J'ai une psychiatre que je vois tous les matins pendant 20 minutes. Alors, ça peut paraître court, 20 minutes, mais quand vous êtes en relation individuelle avec une personne en face de vous qui vous écoute vraiment pendant 20 minutes, ça fait un bien fou. Elle avait un petit accent russe, je l'aimais beaucoup, c'était un peu une maman, quoi. Il y avait un vrai transfert.
Et ça me faisait du bien de lui parler, et on travaillait vraiment bien ensemble, et je me suis... Enfin, vraiment, j'ai relevé la tête à ce moment-là, sauf que mon ex décide de me larguer par mail, alors que je suis en clinique psychiatrique, donc forcément, ça m'a fait redescendre, mais malgré tout, j'étais très bien entourée. Ça faisait 2 mois que j'étais là et j'avais mon premier week-end de sortie. Je devais partir dans le sud chez des amis. Je me disais, chouette, je pars de la clinique. Ça va me faire un bien fou, mais il me fallait une signature, un papier avec une signature. Ma psychiatre ne vient pas, premier jour. Deuxième jour, elle ne vient pas. Je ne vois personne et je demande aux infirmières, qu'est-ce qui se passe? Elle est absente, quelqu'un va venir la remplacer. Très bien. Je devais faire signer mon papier avant vendredi, on était jeudi, ça faisait 3 jours que j'avais vu personne. Alors moi, vous avez bien entendu, hein, quand je suis impuissante, machin, ça brasse à l'intérieur de moi. Donc je commence à un petit peu monter comme ça. Et puis oui, le vendredi, quelqu'un vient à midi, j'étais toute seule en train de manger mes épinards dans ma chambre. J'étais en train de pleurer, clairement. Et ce monsieur arrive, gominé, petit mocassin, petit pull retourné, Ralph Lauren, là. Il arrive, bah, Madame Roland, pourquoi vous pleurez? Bon, mon humour légendaire, je lui dis, mais les épinards ne sont pas bons. Mais non, madame, pourquoi vous pleurez? Et là, je lui dis, mais pourquoi? Pourquoi ça met autant de temps avant que vous veniez? En fait, ça fait 4 jours qu'on me dit que vous allez venir. Pourquoi ça met autant de temps? Vous vous rappelez cette question? Et bien là, ce monsieur, il va prendre sa feuille, puis il va venir, et il va me la mettre comme ça. Puis il va me dire, mais regardez, Madame Roland, regardez! Vous n'êtes pas toute seule. Alors là, je sais très bien ce qu'il y a dessus, hein. C'est sa liste de patients. Je vais lui dire, je n'ai pas besoin de voir ça, je n'ai pas besoin. Et il va continuer comme ça, jusqu'à ce que je me retrouve contre le mur, hein. Alors moi, quand je suis, voilà, un peu acculée, impuissante, que j'ai des comportements inappropriés. Et à ce moment-là, moi, les comportements que j'ai, c'est que je peux prendre tout ce qu'il y a et je peux tout balancer, tout casser. J'ai une force surhumaine. Mais vraiment, et du coup, je prends le fauteuil, je commence à lui balancer dessus. Et puis surtout, je prends mon assiette d'épinards. Et je lui balance comme ça, pouah, comme ça. Donc, il fait venir tout le monde, on m'attache, sédation, tout ça. Mais on me garde à la clinique, on me laisse me reposer. Et j'ai rendez-vous le lendemain avec le grand chef, ma psychiatre qui est revenue et ce monsieur. Et là, je lui explique que ça a fait trigger, en fait. Cette question-là, que pourquoi ça met autant de temps, pourquoi je l'avais déjà entendue chez le juge d'instruction et que sa réponse, c'était la même que le juge d'instruction. Et je lui disais, moi, je suis une professionnelle, en fait, je suis éducatrice, je vais au domicile des gens, je ne peux pas les voir autant de fois que je veux, mais à aucun moment, je vais les culpabiliser de me donner du travail, en fait. Et je lui disais, mais en fait, que ce n'était pas très professionnel ce qu'il avait fait et que je n'avais pas besoin de savoir qu'il y avait d'autres personnes, que j'avais besoin de me sentir... dans ma dignité, mon intégrité de personne, en fait, simplement, quoi. Donc, ils m'ont gardé. Moi, je sais, hein, pourquoi ils m'ont gardé. On ne vire pas les gens en clinique, sauf si vous êtes alcoolisé, vous avez consommé, tout ça. Mais ils m'ont gardé et ça m'a fait énormément de bien. Tout le monde va bien? On arrive sur la fin. Ne vous inquiétez pas, je vais reboire un petit coup. Donc... je sors de cette clinique, cette merveilleuse clinique, je me retrouve sans taf, sans appart, sans sous. Et moi, comme à chaque fois dans ma vie, hein, je vais m'effondrer, clairement. Et puis, c'est quoi l'histoire? C'est 7 fois à terre, 8 fois debout. C'est comme ça, en fait. Moi, je me remets debout, je retrouve un appartement, puis je retrouve un travail à la maison mère des éducateurs, le centre départemental de l'enfance et de la famille. Je suis très contente, je travaille au centre maternel. Je suis à la crèche et je m'occupe des petits-enfants dont les mamans mineures n'ont pas voulu. Mais c'est la première fois que je travaille en crèche et j'adore. Je me trouve très très bien dans mon travail, j'aime beaucoup ce rythme-là, j'aime beaucoup l'équipe, j'aime beaucoup travailler avec des jeunes filles mineures. Et tout est merveilleux. Jusqu'à ce que... l'accident. J'ai un accident du travail. Je tombe, je suis en train de porter un enfant, j'essaie d'enlever cette barrière-là. Et vous savez, ces barrières,
Hein? Ouais, ouais. Ça faisait déjà, depuis que j'étais là, que je disais que cette barrière, c'était compliqué, on venait avec les mains. Voilà. Mais nous, on avait une petite technique, quand tu avais l'enfant, c'était d'aider avec le pied. Sauf que moi, ce jour-là, le pied, il est resté coincé. Et la barrière, elle s'est ouverte. Et en fait, je suis partie en avant comme ça. Et là, je me suis vue... je me suis vue éclater le bébé, en fait. Vraiment, j'ai cru que j'allais tomber sur le bébé. Mais heureusement, je suis gymnaste. J'ai fait une petite vrille. Et du coup, je suis tombée sur mon coude, l'épicondyle. Je suis restée 3 mois en bandage. J'ai eu 8 mois de kiné, accident du travail pendant 8 mois. Plus de travail, quoi. Plus de travail. Personne ne viendra me dire. Puis en plus, c'était une fin de contrat, donc rien. Plus de travail. Et là, je me mets à réfléchir et à me dire qu'est-ce que tu as toujours voulu faire de ta vie, Aurélie? Voilà. L'histoire de la conférence gesticulée. Je me dis que c'est un moment, cet accident, il n'arrive pas pour rien. Les accidents, ce n'est pas du hasard. Ça voulait bien dire qu'il fallait que j'arrête quelque chose dans ma vie et que je pense. Je me suis mise à penser, donc à faire ce spectacle. Et puis aussi, je me suis dit, bon, ça fait 25 ans que tu fumes de la weed, ce serait bien que tu arrêtes. Je me mets à arrêter, je commence à fumer du CBD. Mais ce que je n'avais pas compris, moi, c'était qu'en fait, ma weed, c'était vraiment mon médicament. Et ça m'aidait à dormir. Je me retrouve là pendant 3 semaines à dormir 4 heures par nuit. Mais vraiment. Et là, je me dis, mince, ça va pas bien. J'ai des cauchemars. Puis là, avec cette histoire de... je voyais des bébés morts partout. Je faisais que des cauchemars de bébés morts. Et je n'arrivais pas à en sortir, et je n'avais pas fait le lien avec la weed. Et je me retrouve un jour tellement mal. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais cette envie de vous exploser la tête contre les murs. Moi, c'est un peu ça. Où la souffrance, la douleur, et on veut juste que ça s'arrête. En fait, penser au suicide, c'est rassurant parce qu'on se dit qu'on a les moyens d'arrêter la souffrance. Ce n'est pas pour ça que je vais le faire, mais je veux dire, rien que d'y penser, ça fait du bien. Sauf que là, je me dis non, je ne peux pas faire ça, donc j'appelle pour la première fois de ma vie les urgences psychiatriques. Je me retrouve aux urgences, on prend soin de moi et on va m'hospitaliser. Alors là, on n'est pas à la clinique privée. Là, on se retrouve à Saint-Jacques. C'est sommaire. Hein. On a un lit, une table de nuit et une grande armoire. Il n'y a pas plus. Mais je suis contente d'être là-bas. J'ai une psychiatre qui vient tous les matins, avec qui on discute, puis on est en train de chercher une molécule qui pourrait me faire dormir. On essaye pas mal de trucs, ça ne marche pas. Et un jour, elle me dit, on va essayer quelque chose. Alors moi, je lui dis, mais en fait, je connais bien les molécules, donc il y a des trucs que je ne prends pas. Oui, c'est pas vous qui décidez. Ok. Je vais prendre mes petites gouttes le soir. Et le matin, je vais me réveiller dans un état pas possible, complètement à côté de la plaque. J'ai envie de faire pipi, j'arrive pas à me lever, j'ai la tête qui tourne. J'appelle l'infirmière, elle vient me prendre ma tension, j'ai 9 de tension, ce qui est peu. Et puis je lui dis, je veux faire pipi, puis là, elle se barre. Alors je suis pas très bien, moi quand même. Et elle revient avec... Bonjour madame, alors ça vous plaît pas le traitement qu'on vous a donné? Non, en fait vous m'avez donné quoi? Parce que moi je suis pas très bien là, j'aime pas. On vous a donné des neuroleptiques. C'est trop con. Je vous avais dit en fait que j'aimais. Oui mais madame, c'est pas à vous de décider en fait, c'est moi le médecin. Puis je lui dis mais attendez, elle est où ma psychiatre là? Oh, elle est pas là. Mais vous êtes qui? Je suis le chef de service, docteur Michel. Alors là, sidération, hein, j'ai 6 ans, je suis en pyjama, je suis dans mon lit. Hein, et j'ai quand même le réflexe de lui dire « Je ne veux pas te parler à toi ». Et là, il va me dire, avec toujours ses mains dans les poches, hein, « Mais si vous ne voulez pas me parler à moi, vous parlerez à personne, madame ». Et il se barre. Alors moi, quand je me sens un peu impuissante, acculée, tout ça, que je ne sais pas trop, je ne suis pas bien... j'ai des comportements inappropriés, donc la même, je prends tout ce qui traîne. Heureusement, il n'y a pas grand-chose à l'hôpital. Hein. Donc je vais prendre un peu et je vais tout retourner dans la chambre et docteur Michel revient. Je me suis sur mon lit un peu comme un petit animal sauvage
Et là, il me dit, mais vous vous prenez pour qui? Ben, je lui dis, je suis une patiente, mais vous croyez où? Ben, je suis à l'HP. Et là, il me dit, mais soit vous allez à Novillard, soit vous rentrez chez vous. Alors moi, si je vais à Novillard, je ne suis pas sûre que je reviens. Parce que moi, me faire défoncer toute la journée, puis qu'on me foute la paix, que j'ai plus besoin de remplir Pôle emploi, machin, hein, franchement, ça m'intéresse, hein, mais ce n'est pas une fin en soi. Donc je ne me vois pas aller à Novillard, et là, je me dis, bah, je vais rentrer chez moi, j'appelle une amie, inconnue au bataillon, qui va venir me chercher, et ils vont me laisser sortir. 9 de tension qui vient de péter une crise, en fait, et ils vont me laisser partir, et je n'aurai plus de nouvelles. Ça, c'est l'hôpital public. Donc là, on va faire un petit... Donc la clinique privée, oui, je la paye, et en fait, les soins sont magiques. Moi, je me dis que tout le monde devrait prendre 3 semaines. Au lieu d'aller au Club Med, vous allez en clinique privée. Vous allez vraiment... Non, mais vous allez apprendre beaucoup de choses sur vous, sur votre fonctionnement, et puis vous allez vous faire du bien pour de vrai, quoi. Il va où l'argent, en fait? Quand je vous parle de services publics, moi, c'est ça, en fait, c'est les personnes qui en ont le plus besoin, c'est les vulnérables, en fait, qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas être soignés. C'est ça, l'hôpital. Alors, la psychiatrie, je ne vous raconte même pas, il n'y a pas d'argent du tout. Voilà, c'est ça, la problématique avec le service public. Et pareil pour la justice, en fait. Tous ces gros services-là qui devraient être là pour les Français, les vulnérables, ceux qui en ont besoin, ben en fait non. Et la privatisation va faire ça en fait. La privatisation va faire que seules les personnes qui ont de l'argent vont pouvoir aller en justice et vont pouvoir se soigner. Ça m'énerve tellement. C'est mon moment préféré. Bon, je sors de tout ça, et comme à chaque fois, hein, il faut que je retrouve un travail. Ah bah non, je fais une conférence gesticulée, super. Mais je me dis, il faudrait peut-être que je me fasse un peu de bien. Et moi, j'ai de la chance, parce que oui, je peux avoir des états dépressifs, mais je ne suis pas comme le dépressif qui reste comme ça pendant une journée dans le parc, en fait. Non, moi, je suis bien au courant de ce qui me fait plaisir. Moi, j'aime la vie, depuis toujours. Depuis peut-être que j'ai failli mourir à la naissance, ou mes doigts, ou je ne sais pas. Mais moi, j'aime la vie et j'aime chanter, j'aime danser, j'aime manger, j'aime baiser, j'aime boire. Enfin, j'aime toutes les bonnes choses qui font qu'on est des êtres vivants incarnés. Et je me dis, bon, j'ai 10 jours devant moi. Ma fille partait en vacances avec son papa. Et je me dis, bon, je vais me faire un petit stage. Alors, j'avais envie de faire une vipassana. Non, en fait, pas une vipassana, ça ne sert à rien de s'enlever tout ce qui nous fait du bien, en fait. Moi, je trouve ça un peu bête. Mais je me disais, je ferais bien un trek, je ferais bien un stage de clown parce que je fais du clown, puis j'irais bien au Maroc parce que j'ai un passeport européen qui me permet de voyager là où je veux. Hein, donc j'aime bien aller au Maroc. Moi. Je me dis, allez hop, je regarde sur Monsieur Google, et là, trek silencieux et stage de clown dans le désert marocain. Bon, je prends le numéro, j'appelle, je me retrouve avec des gens du côté de Bordeaux qui me disent, viens, on se retrouve à Marrakech dans une semaine. Prends-toi un billet d'avion et puis viens, quoi. Super. Donc, je prépare mes petites affaires, je pars dans le désert. Hein, donc, je me dis, bon, on est au mois de février, mais il fait bon et tout. Je me retrouve à Marrakech avec des gens qui n'avaient jamais fait de clown, jamais fait de trek. Très sympa. Et on part en minibus direction Ouarzazate et le désert marocain, quoi. Au bout d'une heure, après Marrakech, on se retrouve coincé dans le col du Tishka par une tempête de neige. Alors la vie, c'est un peu ça. Vous avez un cap, vous vous dites il fait chaud, vous ne vous attendez pas à avoir une tempête de neige, vous n'êtes pas préparé, mais bon, du coup, on s'est tenu chaud et on est parti. Et le trip là-bas, c'était, on se lève très tôt le matin, on fait des petites salutations au soleil, on déjeune, et puis après, on marche pendant 5 heures. Le désert, c'est pas toujours très plat, il y a aussi des dunes. Et on marche 5 heures en silence. C'était le plus gros... C'était dur. C'était vraiment très, très dur pour moi. En plus, la prof était... Enfin, la prof, non, l'accompagnatrice, c'était une ancienne prof d'anglais. Elle me disait, chut, comme ça, bon, c'était dur. Et puis après, on mangeait. L'après-midi, on faisait des jeux de cirque, des petits jeux corporels. Et le soir, on passait en duo ou en solo de clown.
Bon, moi déjà marcher, j'aimais pas trop, mais je l'ai fait. En silence, c'était compliqué. Au bout de 3 jours, on marche et là, il tombe de la grêle. On est en plein désert et il tombe de la grêle, des bons gros grêlons qui font que partout sur le désert, dans le désert, là, c'était plein de grêlons, de grêle. Ça, c'est assez fantastique. Et vous êtes là et... C'est un peu compliqué. Du coup, j'ai essayé de regarder personne. Je marchais très loin. Puis le désert, c'est vaste. Hein, donc, on peut se mettre à 1 kilomètre. On voit le copain quand même. Enfin... Donc, voilà. Et vous savez, quand il y a de la grêle dans le désert, ce qui se passe après? Dans le désert? Ouais, ça fond. Ça pousse. Qu'est-ce qui pousse dans le désert? Des fleurs. Vous vous rendez compte? Des fleurs, on se lève le 4e matin et en fait, il y a des champs de fleurs roses et des champs de fleurs jaunes. Il y a des espèces de fleurs qui poussent comme ça en 2 jours qui ressemblent à des ananas. Et on doit marcher... compliqué. Mais heureusement, tiens, le dernier jour du trek, alors qu'on a été silencieux pendant des heures et des heures, on avait le droit de mettre notre nez et de faire le trek avec notre nez de clown. Tout le monde va bien ? Exceptionnel, c'est exceptionnel. Moi j'étais tellement contente, mais on n'avait pas le droit de les ramasser. Hein. Oh, mais on les regardait comme ça, elles étaient belles. Oh, regardez-moi ça, comme elles sont trop mignonnes. Des fleurs dans le désert, personne ne va vouloir me croire. Des fleurs dans le désert, moi je vous le dis. Alors moi, oui, j'avais le droit de parler. Moi je parle pas, je chante. Perdu dans le désert, nanana, oh mon amour, je voudrais te dessiner dans un désert, comme pour que tombe de la neige au Sahara. C'était trop bien. Moi, il y avait des dunes, je montais les dunes, je jetais mon sac, puis je me mettais par terre, et je faisais... Je roulais comme ça, là. Je chantais. Le Roi Lion. C'était trop bien. C'était tellement bien. Non, mais dans le désert, parce que le désert, c'est très grand, alors on me sentait trop petit, mais à côté d'un grain de sable. Oh, mais vous êtes super grand. Non, mais on relativise, hein. Petit, grand. Oh, le désert, c'est... Oh, c'est grand, c'est petit. Wouh! Il y a quelqu'un dans le désert? Il y a quelqu'un dans le désert? Hey, il y a quelqu'un qui m'entend? Il n'y a personne? Personne qui m'entend? Vous êtes là? Il y a quelqu'un dans le désert? Ah, merci. Ah, merci. Comme un fou va jeter à la mer des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air
Pour te dire que je me sens seule, je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Avec moi? Tous les cris des SOS partent dans les airs, dans l'eau laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'écume sur les rochers. La libération de la parole. Moi, je veux bien qu'on libère la parole, mais en fait, la parole, elle est libérée depuis toujours. Les victimes, elles parlent. C'est pas ça l'important. Bien sûr, les victimes doivent parler, mais à quoi bon parler quand il n'y a personne pour vous écouter? À quoi bon crier dans le désert si on n'entend pas ce que vous dites, si on ne veut pas l'entendre, si la société ne vous prend pas en compte en tant que victime? La parole se libère et elle va continuer à se libérer dans les années prochaines et on va tous les pointer un par un, ces loups méchants, ceux qui partout dans tous les systèmes vont écrabouiller les vulnérables. Ce système patriarcal, on est là pour le faire arrêter, pour le montrer du doigt et pour dire qu'en tant que victime, on n'est pas seul, on n'a pas honte, on n'a rien demandé et on est fort et on se battra ensemble. Moi, j'ai des propositions pour arrêter de tourner en rond. Ce n'est pas des solutions, hein. Je n'ai pas de solution. Mais moi, je me dis que la loi, il y a une loi qui est passée, c'est la loi Billon, qui interdit strictement tout rapport sexuel avec un mineur de moins de 15 ans. Mais il y a cette clause-là, Roméo et Juliette, comme quoi, entre 13 et 15 ans, on pourrait demander le consentement. Et puis, suivant l'âge, si c'est un jeune majeur, une jeune mineure. Moi, je ne comprends pas pourquoi des exceptions font loi. À un moment, il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec des enfants de moins de 15. Point. Et après, s'il y a des exceptions, si l'amour est là, mais là, on ne parle pas d'amour, on n'est pas dans la pédophilie, on est dans la pédocriminalité. Quand est-ce qu'on va arrêter de mettre sur le devant de la scène et dans les médias des Matzneff et des Cohn-Bendit? Il y a eu tout ça dans les années 70-80. Ils ont même écrit, c'était quoi, au Figaro ou à l'Humanité, là, enfin, ils étaient plusieurs à prôner la sexualité des enfants. Au même niveau que l'homosexualité ou que les mariages entre ethnies différentes. Mais en fait, les enfants, ce n'est pas des adultes. Les enfants n'ont pas une sexualité d'adulte, ils ont une sexualité. Ils ont à découvrir leur propre corps. Mais en fait, tout ce qui a été dit, moi, ça m'écœure. Et je me dis qu'on les entend encore aujourd'hui. Mais c'est pas vrai, en même temps, Finkielkraut, là, il s'est fait virer de LCI quand il a parlé de Victor Kouchner. Donc, à un moment, les choses vont se faire et on va tous les éjecter. Je parlais de la loi, je vous parle beaucoup de prescription, mais pour moi, c'est un vrai combat. Pourquoi on autorise encore à ce que ces faits-là, qui sont pour moi les faits les plus durs, en fait, enfin, je veux dire, après ça, c'est la mort, après le viol. Moi, je ne comprends pas, en fait. Les faits imprescriptibles, ce sont les génocides. Quand on sait que 10% de notre population, presque 7 millions de personnes ont vécu l'inceste, ce sont des violences structurelles et systémiques. C'est un génocide, c'est une manière d'anéantir un énorme pourcentage de la population. Donc, on arrête la prescription, en fait. Au moins que les victimes puissent porter plainte, et après, si on n'a plus de... Enfin, je veux dire, c'est aussi la vie qui fait ça, on n'aura peut-être pas les moyens de prouver ça, mais qu'on leur laisse cette possibilité de le faire. Et puis,
comment on prend en compte les victimes et leurs conséquences psychotraumatiques? Je vous parlais de victimologie, je vous parlais aussi de la MDPH. Enfin, je veux dire, comment on fait ça? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce n'est pas pris en compte. Parce qu'on nous donne des médicaments, on nous dit d'aller en psychothérapie, mais tout ce qui est dans la vie, en fait, on ne nous aide pas, quoi. Et moi, j'aurais aimé avoir mon poste de travail aménagé, mon temps de travail aménagé, ma fatigabilité, en fait, prise en compte. Elle existe vraiment. Mais ça, voilà. Mais ça, pour moi, c'est un gros combat aussi. Moi, je suis éducatrice de jeunes enfants, donc l'éducation, pour moi, c'est ça qui peut faire changer le monde. C'est quand on prend à la base, à la racine, dans l'éducation, dans l'évolution du petit être humain, c'est à ce moment-là qu'on peut faire changer les façons de voir et de penser. Donc, comment on parle de sexualité à nos enfants? Parce que nous, on ne nous en a pas parlé, en fait. Les générations avant non plus. Et c'est ce qui permet aujourd'hui le silence et le tabou. On arrête avec le tabou, en fait. Ce n'est pas sale, comme disait Diffoul. Ce n'est pas sale. Et on peut employer plein de mots très jeunes pour expliquer tout ça. Alors, je ne vous parle pas de sexualité, hein. Non, je vous parle de la découverte du corps et du consentement. C'est ça, en fait, pour moi, l'éducation avec les plus jeunes. C'est vraiment ça. Il faut avoir cet espace de liberté de parole et de confiance. On ne peut pas éviter les choses, en fait. Mais de savoir que votre enfant n'attendra pas 15 ans, 20 ans avant de parler des traumas, mais viendra tout de suite vous en parler, et du coup aura une prise en charge psychologique précoce, c'est ça qui peut faire changer les choses. Et puis comment on forme le personnel de la justice? Voilà, à l'accueil de la parole des victimes. Comment on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment lacunaire. Je veux dire, les victimes ont peur d'aller parler. Elles ont encore peur. Donc voilà, la formation des professionnels, et je sais qu'il y a des gens qui commencent à faire ça. La formation aussi du milieu hospitalier, parce qu'on n'accueille pas une victime de violence sexuelle comme on accueille une victime d'un accident de la route. Ce n'est pas les mêmes choses. Vous vous rappelez de Danielle? Danielle, ma poétesse. Je l'ai retrouvée sur Facebook il y a 2 ans. Et on s'est écrit et elle m'a dit qu'elle était au courant de mon histoire. Elle m'a invitée à manger chez elle. J'étais tellement contente de la voir. Je lui ai dit, mais grâce à toi, Danielle, j'ai eu une magnifique béquille. J'ai eu l'écrit. J'ai pu mettre plein de choses par écrit et de la forme la plus jolie, en fait, la poésie. Et je lui dis, mais merci, c'est grâce à toi. Et là, je vois son sourire, son visage s'illuminer. Et elle me dit, mais Aurélie, ce que tu viens de me dire, c'est merveilleux. Je peux mourir tranquille, en fait, parce que moi, tout ce que j'écris, c'est parce que j'ai été violée à 6 ans. Et si toi, aujourd'hui, tu peux ne serait qu'à chaque fois sauver une personne, lui permettre de parler, lui permettre de trouver un moyen d'expression, parce que s'exprimer, c'est être en dehors, c'est faire sortir les choses. Et moi, j'étais bien que quand j'étais en dehors de chez moi et quand j'étais en dehors. Enfin, s'exprimer et pouvoir poser ça sur le papier, pouvoir faire des collages, pouvoir danser, c'est ça qui peut vraiment nous sauver. Alors, on dit que je suis résiliente. Vous avez dû entendre parler de Boris Cyrulnik qui a ressorti ce concept, on va dire. Mais pour moi, le mot de résilience, c'est vraiment quelque chose de bourgeois. Parce que je me rends bien compte que ma classe sociale fait que j'ai eu accès à beaucoup de choses. J'ai eu accès à une éducation, j'ai eu accès à des loisirs, j'ai eu accès à plein de personnes qui m'ont soutenue et qui ont été des béquilles. J'ai croisé sur mon chemin beaucoup de fleurs dans le désert. Mais j'aime pas parce que je me dis qu'il y a aussi d'autres femmes que moi qui, elles, n'ont pas eu cette chance et qui sont polytoxicomanes, prostituées ou mortes. Moi, j'aurais pu passer par ces 3-là, non, et je suis là devant vous. Alors, je ne suis pas tout à fait blanche, hein, mais malgré tout, je suis encore vivante. Et je sais que c'est aussi parce qu'elles n'ont pas eu accès à tout ce que j'ai eu accès. Il reste 3 minutes. Ok.
Alors, au lieu de parler de résilience, moi je parle de résistance. C'est ça, c'est comment collectivement on résiste avant que le mal passe, avant que ça atteigne les enfants, comment tous ensemble on peut mettre en place des choses contre la pédocriminalité et l'abus sur les enfants. Pour terminer cette conférence gesticulée, j'aimerais qu'on chante ensemble. Vous connaissez France Gall ? Qu'est-ce que je vais chanter ? Oui ! Vous êtes prêts ? Ah non, c'est quoi déjà les paroles ? Résiste, prouve que tu existes, cherche ton bonheur partout, va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste, ce monde n'est pas le tien, viens, bats-toi, signe et persiste. Danse pour le destin du monde, danse pour tous ceux qui en meurent, danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste,